de suspense, puisque le professeur Joyeux est déjà sur scène, mais en tout cas une très grande fierté de vous accueillir, cher professeur. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, c'est un rapprochement que nous faisons. Joyeux, ça suffit. J'ai dit des joyeux, c'est ça? Excusez-moi. En tout cas, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, y en a-t-il? Je ne pense pas. Vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier de cancérologie et de chirurgie digestive, et l'auteur de nombreux ouvrages comme Changer d'alimentation, 7e édition, revue et augmentée. Absolument. Ça n'en finit pas. Eh bien, je vous souhaite une très bonne conférence. Vous allez nous parler de la prévention des maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Exact. La parole Merci est à beaucoup. vous. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. D'abord, je voudrais remercier Augustin de Livois de l'Institut pour la protection santé naturelle ainsi que SNI, Xavier Bebin, qui sont devenus des amis, pour tout le travail qu'ils font dans le cadre de cette médecine qui n'est pas une médecine alternative par rapport à l'allopathie, qui est une médecine complémentaire et si possible naturelle. Je veux saluer tous mes collègues qui sont ici présents et même ceux qui sont envoyés par le Conseil de l'Ordre national des médecins. Je pense qu'ils sont intéressés pour savoir comment éviter Alzheimer et Parkinson. Et c'est certainement pour cela qu'ils sont présents. Et je dois dire que le livre que j'ai écrit sur le sujet, Tout savoir aujourd'hui, pour éviter ces deux maladies épouvantables que sont l'Alzheimer et le Parkinson, a été un livre difficile. J'ai mis plusieurs années à l'écrire et j'ai choisi un collaborateur de grande qualité, un journaliste international, Dominique Vialard, avec lequel j'avais fait déjà un livre sur la pilule, dangers et alternatives. Aucun journaliste médical n'en a parlé, bien sûr. Et je pense que le sujet de l'Alzheimer et du Parkinson est un sujet majeur aujourd'hui, quand on voit les chiffres actuels et ceux de l'avenir. Déjà, 80% des gens sont inquiets dans les statistiques des différents sondages qui sont réalisés et 56 à 58% sont très inquiets sur le sujet en se disant, le jour où ils ont perdu les clés de la voiture, le jour où ils ont simplement oublié ceci ou cela à la maison, c'est bon, je vais y avoir droit. D'autant plus que s'ils vont voir le médecin, eh ben, il va confirmer qu'il faut faire un test. Il faut aller voir le neurologue. Il faut aller voir le spécialiste qui va lui aussi confirmer. Parce que vous devenez quelqu'un d'intéressant, puisque vous allez rentrer dans la foule de tous ceux auxquels les laboratoires pensent jour et nuit pour vous éviter Alzheimer et Parkinson. C'est vrai que nous verrons qu'il y a de la génétique, mais c'est très faible en pourcentage. Ça n'atteint pas 0,5% de tous ceux qui sont atteints. Mais c'est vrai aussi que si l'on est atteint par une de ces deux maladies très jeune, c'est fort inquiétant. Mais nous verrons que l'essentiel est d'essayer de faire le diagnostic, de repérer les premiers signes avant même que nous ayons besoin du neurologue. On compte 1,5% de la population entre 60 et 70 ans qui serait atteint d'Alzheimer. 5% entre 70 et 80, 15 entre 80 et 90, 48 au-delà de 90, et je puis vous dire que mon grand ami Edgar Morin, qui a préfacé le livre sur Alzheimer et Parkinson, quand je lui ai vu, je lui ai dit « Edgar, ça serait sympa que vous me donniez vos secrets. Quels sont vos secrets à 95 balais pour ne pas avoir de canne
pour être en pleine forme, pour être capable de répondre pendant des heures à des questions compliquées. Quels sont vos secrets? Mais il dit, mais Henri, j'ai pas de secret. Simplement, je mange méditerranéen, je fais mon marché et j'ai une grande curiosité. Je n'arrête pas de regarder, de réfléchir, d'observer. Il a déjà donné par là un certain nombre d'éléments extrêmement importants qui fait qu'il ne vit pas dans l'angoisse, il ne vit pas avec un besoin de somnifères, il ne vit pas avec des antidépresseurs. C'est vrai que dans la société d'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, on pourrait être intéressé par tous ces médicaments qui nous sont proposés. Nous verrons ce qu'il faut en penser. Alors d'abord, le nombre de patients atteints de Parkinson, c'est actuellement en France à peu près 150 000, plus 8 à 14 000 de plus de personnes chaque année. Et en considérant que ce sont plutôt des hommes atteints de ce qu'on appelle la paralysie agitante qui a été observée par M. Parkinson, James Parkinson, en 1817. Et comment a-t-il décrit la maladie? À partir de patients qu'il voyait dans la rue, qui n'étaient même pas ses patients, mais qu'il suivait, et au fond, il a trouvé, décrit cette maladie à partir de 3 cas, dont 2 étaient des patients qui n'étaient même pas les siens. Pour le problème de l'Alzheimer et des démences dites frontotemporales, qui sont un petit peu différentes de l'Alzheimer, eh bien, nous avons 225 000 de plus par an. Et ce Alois Alzheimer a décrit la maladie chez un patient en 1864. On nous promet déjà, en 2015, 1 million de personnes atteintes et plus 50% qui seraient encore inconnus. Vous voyez, 50% qui seraient encore inconnus. Donc l'objectif, c'est vraiment de nous faire peur. Et on le sait, il ne s'agit pas simplement d'une atteinte chez des personnes socialement, je dirais, en difficulté. Même les puissants en sont atteints. Je ne vais pas vous donner des noms, vous en avez tous comme moi en tête. Mais il y a un gros business, un énorme business extrêmement intéressant, puisque si jamais on trouvait une petite pilule pour la prévention, et nous serions 64 millions de Français à la consommer, puisqu'aujourd'hui, même avant la naissance, on prévoit de vacciner les enfants bientôt in utero contre l'Alzheimer et le Parkinson de demain. Tout ça est en préparation. Alors, je l'ai dit, la génétique, c'est très faible. Et ce qui est sûr, c'est que nous avons là des causes à rechercher. Causes au niveau du Parkinson, causes au niveau de l'Alzheimer, qui sont grosso modo les mêmes, mais l'Alzheimer va toucher davantage le féminin, le Parkinson le masculin, mais les zones qui sont atteintes dans notre cerveau ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque pour le Parkinson, il s'agit des noyaux gris centraux, gris parce qu'à la coupe du cerveau, ils apparaissent gris, et même l'un d'entre eux s'appelle le locus niger, le lieu noir, parce que tout simplement, il a des cellules qui sont colorées d'une manière mélanique, très noire, et qui sont capables de fabriquer de la dopamine, un neurotransmetteur que nous allons voir. Maintenant, notre cerveau, au fond, c'est lui qui est atteint. Combien pèse-t-il? Me demandait Guillemette, âgée de 7 ans, notre petite fille. Je dis, écoute, toi, tu dois avoir à peu près pas loin d'1 kilo. Et elle me dit, et papa? Ton papa, 1,5 kg. Et maman, 1,2 kg. Mais elle me dit, mais maman est plus intelligente que papa. Je dis, mais tu as raison, ma chérie. Les femmes sentent, perçoivent. Et messieurs, si vous ne le savez pas, sachez que votre femme a raison dans 99% des cas. Maintenant, si
Sachez que la baleine a un poids de cerveau qui atteint 6,9 kilos quand même, voyez. Et notre cousin, le chimpanzé, 400 grammes. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est quel est le poids du cerveau de notre président de la République actuelle. Ne faites pas de liaison. Alors, dans notre cerveau, il y a des cellules. Dis-moi, papy, combien nous avons de cellules dans le cerveau? Ma chérie, nous en avons entre 90 et 100 milliards. Oh là là, c'est beaucoup. Et l'abeille, 1 million. Ah bon? L'abeille n'a qu'1 million et nous avons 100 milliards. Et comment ça fonctionne tout ça? Ben, tu sais, les cellules, si tu m'écoutes bien d'abord, en l'espace d'un quart d'heure, tu vas en gagner 700. 700. Et même quand tu auras 100 ans, tu seras capable encore de gagner 700 neurones par jour. Tu te rends compte? Et si tu m'écoutes plus longtemps et plus souvent, tu en gagneras encore plus. Et tu sais, c'est utile, les neurones, parce que ces neurones, ils sont entourés d'autres cellules. Alors, il y a évidemment des cellules gliales. Mais à quoi elles servent? Elles servent à fabriquer tout simplement une substance spéciale qui entoure ce qui rejoint neurone par neurone, qu'on appelle soit des axones assez longs, soit des dendrites qui sont plus courts. Et cette substance s'appelle la myéline. C'est une substance grasse, un peu, tu sais, ma chérie, comme le petit élément jaune autour d'un fil de fer qui conduit l'électricité. Eh bien, cette myéline, tout simplement, c'est elle qui permet la conduction, qui permet à la pensée de se construire, qui permet à nos neurones de fonctionner. Cellules gliales, il y en a d'autres encore, on les appelle les astrocytes. Ces astrocytes qui ressemblent un peu à des sortes d'étoiles quand on les regarde au microscope, eh bien elles protègent justement la myéline dont nous avons besoin et dont nous pouvons manquer quand nous avons justement ces maladies que sont l'Alzheimer et le Parkinson. Et les cellules entre elles, elles sont reliées par, en plus des axones et des dendrites, par ce qu'on appelle des synapses. Synapse, ça veut dire tout simplement connexion. Et au niveau de ces connexions, il y a la fabrication extraordinaire de ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, des neuromédiateurs, des substances tout à fait importantes qui sont essentielles au fonctionnement de notre cerveau. Et combien y en a-t-il? Ou bien, peut-être, on ne sait pas trop les compter, puisque les spécialistes disent que c'est entre 1000 et 7000. Mais retiens bien que des neurones, tu en gagnes si tu travailles. Parce que TF1 ou Antenne 2 ne te dira pas qu'avec la télé, tu en perds régulièrement. Évidemment, ils ne te le diront pas. Mais pourquoi, papy, on perd des neurones devant la télé? C'est simple. Parce qu'on n'est pas interactif. Et c'est intéressant de regarder des adultes ou des enfants qui regardent la télé. Ils ont le regard fixe sur le petit écran ou sur le grand écran et souvent ils s'endorment. Dites, madame, c'était quoi le film que vous avez vu hier soir avec votre mari à la télé? Chérie, c'était quoi le film hier? Vite, vite. Ah, c'était un policier, docteur. Et qui était vraiment l'assassin? Nous nous sommes endormis devant. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre parce que parmi les maladies de civilisation, il y a des éléments autour de nous qui sont incontestablement utiles pour avancer vers ce type de maladie. Mais des neurones, nous n'en avons pas des cellules nerveuses que dans notre cerveau. Nous en avons 40 000 au niveau du cœur. Nous en avons 100 à 200 millions au niveau de l'intestin. Ah, c'est pour ça que notre professeur de SVT, il nous a dit qu'on avait un cerveau dans le ventre. Il a dit que c'était le deuxième cerveau. Mais tu sais, moi, je ne pense pas avec mon ventre. Et pourquoi il dit que c'est le deuxième cerveau? Je vais t'expliquer. Tout simplement parce que tout ce que tu mets
dans ton tube digestif, quand tu manges, quand tu mets des bons aliments dans ton palais des saveurs, eh bien tout simplement, tout ça va se répartir dans notre organisme, dans ton organisme, et ainsi va arriver vers ton foie, vers tes reins. Et c'est le tube digestif qui va envoyer tous les bons aliments vers ton cerveau. Ah, mais il a besoin de quoi, notre cerveau? Oh, il a besoin du bon sucre. Mais quel est le bon sucre? C'est Saint-Louis? Non, laisse Saint-Louis à sa place. Le bon sucre, il est dans les fruits frais et de saison. Ah, eh bien, une pomme, une poire, un kiwi, tu as tout ce qu'il faut comme bon sucre. Ça s'appelle, ah oui, le fructose, c'est ça? 20 sur 20, ma chérie. Fructose, fructose, c'est le meilleur fruit pour notre cerveau. N'allez pas le chercher en poudre ou en grains. Il est présent dans nos aliments, mais il faut bien les mastiquer. Et les ratounes que tu as sont destinées à le broyer et pas simplement à la photo. Il y a aussi un besoin de gras. Mais c'est quoi le gras? Ben, le gras, oui, notre cerveau a 60% de gras dans son cerveau. C'est du bon cholestérol. Ah bon, mais parce qu'il y a du mauvais? Non, on a dit ça à un moment, parce qu'il y avait des laboratoires qui considéraient que dès qu'on avait plus de 2 grammes de cholestérol dans le sang, c'était la cata. C'était hyper dangereux. Il fallait prendre une statine. Une statine. Ah, mais c'est ça que notre grand-père, il a. Une statine, mais il a tout le temps mal aux épaules. Puis il a mauvais caractère. Et puis, mais vraiment, il n'en a pas assez. Et oui, parce que si on lui donne une statine, il n'a plus de cholestérol. Comme ça, c'est la route vers l'Alzheimer. Et la tremblote, ma chérie. Ah, et où il est le bon cholestérol? Dans l'œuf de la cocotte. Ah bon? Le jaune d'œuf ou le blanc? Le jaune d'œuf, excellent pour la santé. Et au-delà de 70 balais, il faut en prendre un tous les jours au petit déjeuner. Et qui c'est qui a besoin alors de prendre les traitements contre le cholestérol? Ben, ce sont tout simplement tous ceux qui en ont trop pour des raisons génétiques, mais ça c'est très peu dans la société, très très peu. Mais tu vois, les laboratoires, ils sont intéressés à ce que tout le monde soit malade. C'est très important. Parce que si tout le monde est malade, eh bien, ça permet tout simplement... Vous avez compris. Alors, il y a d'autres éléments gras intéressants, les oméga 3. Mais c'est quoi les oméga 3? On a dit qu'il y a des 9, des 6. C'est quoi les oméga 3? Ben, les oméga 3, ce sont ce qu'on appelle des toutes petites substances grasses, donc de tissus gras, ou plutôt qu'on appelle des acides gras essentiels. Il y en a surtout 2. Je ne te donne pas la formule, c'est trop compliqué. Mais où on les trouve? On les trouve dans des bonnes huiles, par exemple un peu d'huile de colza que tu vas ajouter à l'huile d'olive, parce que dans l'huile d'olive, c'est plutôt un oméga 9, tu vois. Et puis, tu vas le trouver dans les poissons, dans les poissons et dans les fruits de mer. Excellent pour la santé. D'ailleurs, c'est ce que ton petit frère, qui a une dent maintenant, peut consommer maintenant à partir de l'âge de 6 mois. Parce que les oméga 3 sont utiles pour notre cerveau, pour le système nerveux central, c'est-à-dire l'encéphale, le cervelet, mais aussi toute la moelle épinière pour que nos gestes soient adéquats, que nous puissions nous servir de nos mains et de nos pieds correctement. Et donc, on parle même d'un rapport entre les oméga 3 et les oméga 6, et ce rapport, d'une manière générale, il fait qu'il y a trop d'oméga 6 qu'on trouve dans les viandes rouges, dans les produits laitiers, tu sais, dans le yaya. Tu connais le yaya? Oui, mais maman m'a dit qu'il ne fallait pas en prendre. Elle m'a dit même que toi, tu en prendrais le dernier jour de ta vie, la veille du départ dans l'au-delà. Alors, ça tue le yaya, mais non, ça ne tue pas, c'est un cadeau. C'est un cadeau, le jour où ma femme va m'offrir un yaya la veille du départ dans l'au-delà, je vais savoir ce que ça veut dire, tu vois. Mais normalement, je n'en prends pas, parce que ça ne se mastique pas, ça se boit, ça se gobe.
Donc ça n'a aucun intérêt sur le plan de la nutrition, sauf que évidemment, ça peut faire des consommateurs. Tu comprends ça? Ah mais tu écris en 2 mots? Oui, en 2 mots. Aujourd'hui, ça s'écrit en 2 mots. Ah bon, d'accord. Et parle-moi des neurotransmetteurs. Ce que tu as dit là, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Tu sais, on en compte au moins 7, 8, mais on en découvre encore régulièrement. Alors, il y en a un qu'on appelle la dopamine. Et cette dopamine, elle est justement fabriquée au niveau d'un des noyaux gris central, au centre du cerveau. Et quand on en manque, eh bien, on peut avoir des difficultés dans le mouvement. Et on commence par avoir des difficultés à écrire, à faire sa signature sur un carnet de chèques. Ça, c'est important, la dopamine. En plus, ça nous permet d'avoir un certain équilibre. Tu remarqueras qu'il y a des gens à la gare, à l'aéroport, dans la rue, qui marchent à petits pas. On a l'impression qu'ils ont peur de tomber. Ceux-là, ils sont hyper traités par les docteurs, qui leur donnent des médicaments à forte dose. Tu vois, comme ça, ils les tiennent en laisse. Ils y reviennent, et puis ils y reviennent. Alors, il y a un autre qui s'appelle l'adrénaline. Si je te fais peur, tout d'un coup, eh bien, tu vas fabriquer un autre neurotransmetteur, l'adrénaline. Un autre qui va t'équilibrer. Parce que si je te câline la joue, tu vas fabriquer de l'acétylcholine. Ça te fait du bien et tu te sens en forme. Et puis, il y en a un autre le soir que tu vas commencer à fabriquer à partir de 9-10 heures du soir, la sérotonine. Et la sérotonine, elle va te permettre ensuite, au niveau de ton cerveau, progressivement de t'amener vers le sommeil. Et quand tu vas dormir, tu vas même travailler. Ah bon? Quand je dors, je travaille. Et oui, parce que quand tu dors, tu as appris beaucoup de choses dans la journée et donc tu vas classer tout ce que tu as appris. Ça va se faire tout seul. Les choses les plus importantes vont se mettre juste au niveau du cortex. Et si tu as des questions à te poser, quand tu t'endors, tu te poses 1 ou 2 questions. Et tu verras que le lendemain, quand tu vas te laver la frimousse et te laver les dents, tu as la solution. D'ailleurs, tu n'oublies pas ce que je t'ai dit. Le soir, quand tu te couches, tu te poses la question. Si tu n'as rien appris dans la journée, tu ne te couches pas. Et c'est comme ça que notre fils de 7 ans, à 7h30 du matin, après que je lui ai dit cela, me dit « Papa, je peux aller me coucher ?» Alors il y en a d'autres. Il y a l'histamine que l'on va sécréter quand on a une allergie, par exemple, quand une abeille vient te piquer, que tu fais une petite chose rouge sur le bras ou sur le front, ce n'est pas grave. Il y a un plus compliqué qu'on appelle le glutamate avec un inhibiteur. Tout ça, c'est dans notre cerveau et ça marche tellement bien. Et tu sais, même les grands spécialistes du cerveau, ils découvrent tous les jours des choses nouvelles qui sont vraiment passionnantes, justement pour savoir comment il faut nourrir notre cerveau. Alors, il y a une chose sur laquelle je veux vraiment t'instruire, ma chérie. Parce que j'ai remarqué que dans notre société, il y a beaucoup de publicité pour ce qu'on appelle des produits blancs, qu'on appelle les produits laitiers. Alors, là-dedans, on te dit qu'il y a du calcium, c'est vrai. Et le calcium, on te dit qu'il te faut en consommer, sinon, on va finir en poussière. De toute façon, c'est sûr. Mais le plus tard possible. Alors on te dit, prenez-en beaucoup, vous en avez dans tous les produits laitiers, il faut en prendre au moins 3 par jour, 4 c'est encore mieux, il faut partager ça en famille. Calcium. Ah bon? Mais alors dans le lait de la maman, il y en a aussi du calcium, bien sûr, mais il y en a 4 fois moins que dans le lait de la vache. Et oui. Est-ce que tu as vu, ma chérie, une vache boire du lait? Non, elle mange de l'herbe. Tu as raison. Et si un jour tu en vois une qui va téter la vache, tu me fais la photo, parce qu'elle est folle. Eh bien, nous sommes, nous, les seuls mammifères adultes à boire du lait. Et évidemment, on nous pousse à en consommer beaucoup. Alors, le problème, c'est qu'il y a trop de calcium. Eh bien, figure-toi que c'est tout récent. Je vais te l'apprendre, et ça vaut la peine que je te le dise, parce qu'il y a même des docteurs qui ne le savent pas, et ton prof de SVT ne le sait pas. S'il y a trop de calcium,
Et si ça passe l'intestin, je vais t'expliquer comment, au lieu d'aller dans les déchets, ça va arriver au niveau du cerveau, et au niveau du cerveau, ça va empêcher les neuromédiateurs de fonctionner. Ça va les éteindre. Ça veut dire que tout simplement, tu vas abîmer le neurone, et en abîmant le neurone, tu vas l'empêcher de fonctionner. Trop de calcium empêche nos neurones de fonctionner. Or, le trop de calcium, c'est la société actuelle. Parce qu'il y a des publicités monumentales et très bien faites, avec des allégations nutritionnelles extrêmement trompeuses. Mais, normalement, s'il y a trop de calcium dans le lait de la vache, c'est normal pour son petit, le veau, puisque lui, en une année, il prend 365 kilos, alors que toi, ma chérie, quand tu es née, tu as pris en une année 5 kilos. Mais avec le lait de ta maman, eh bien, tu avais tout ce qu'il faut pour éviter les vaccins. Ah bon? Dans le lait de la maman, il y a des vaccins? Mais bien sûr. Mais alors, la ministre, elle ne le sait pas. Mais non, elle ne le sait pas. Mais tu l'as vu qu'elle a dit des bêtises. Elle a même dit qu'elle allait ouvrir un grand débat, mais elle a donné les réponses avant le débat. C'est beau ça. Tu vois, elle sait avant le débat tout ce que les autres doivent dire. C'est extraordinaire. Alors, avec le calcium, il y a une immobilisation, c'est le mot utilisé par mes collègues les plus grands chercheurs en ce domaine, ce qu'ils appellent une immobilisation des récepteurs. Et cette immobilisation des récepteurs, c'est qu'il va y avoir une formation de protéines toxiques pour notre cerveau, l'une qu'on appelle le peptide amyloïde et l'autre, pour les spécialistes, la protéine Tau, comme la lettre grecque Tau. Et ces plaques qui sont situées au niveau du cerveau, surtout dans le cadre de l'Alzheimer, ces plaques, évidemment, vont empêcher le fonctionnement cérébral. Alors, quand il y a un début de maladie, on va vous proposer, pour la maladie de Parkinson, on va proposer un traitement qui a son efficacité. Et ce sont des produits qui vont avoir une action, on dit, dopaminergique, c'est-à-dire qui amène ce neuromédiateur qui n'est plus suffisamment fabriqué par la zone du cerveau chargée de cela. Alors, soit ça augmente la dopamine, soit au contraire, ça en apporte, ça marche. Ça marche au début, il n'y a pas de doute, il faut le reconnaître. Et puis, il y a un épuisement thérapeutique, d'autant plus d'épuisement thérapeutique qu'on ne donne pas de conseils nutritionnels aux patients. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le neurologue, lui, il sait où est le cerveau, mais l'estomac, il a oublié. Il ne sait pas comment on s'alimente. Il dit, mais prenez ce qui vous fait plaisir, suivez ce que l'on vous dit à la télé, etc. Évidemment, ça ne peut pas s'améliorer, ça ne peut que s'aggraver. Alors qu'il devrait dire qu'un verre de bon vin à chaque repas, un ballon, pas un litron, tout ça est utile pour la santé. Alors qu'il faut supprimer les produits laitiers. Alors qu'il faut faire attention à la porosité intestinale. C'est quoi ça, la porosité? Écoute, je vais t'expliquer. Si tu as un imperméable poreux, quand il pleut, tu te mouilles, d'accord? Oui. Eh bien, figure-toi que ton intestin, il est constitué par des cellules qui sont des cellules qu'on appelle des entérocytes et elles vivent, ces cellules, que 4 jours. Au bout de 4 jours, elles se refont systématiquement. Elles sont collées les unes aux autres. Elles sont vraiment, c'est ce qu'on appelle des jonctions serrées. Et ces jonctions serrées, eh bien, sont destinées à éviter que trop de calcium ne passe. Mais si jamais tu as de l'inflammation, et l'inflammation, tu peux en avoir parce que tu manges trop vite, parce que tu ne mastiques pas les aliments, parce que tu te gaves de pain qui ne vaut rien, avec un gluten qui n'est pas bon, puisque tu n'es pas allé à Cucugnan voir le boulanger de Cucugnan, le meunier. Et il va y avoir bientôt une boulangerie à Paris qui va venir, et qui s'appellera 100% nature, avec du bon pain. Tu sais, aujourd'hui, tu as remarqué, les champs de blé, ils t'arrivent aux genoux. Autrefois, ils arrivaient aux épaules des adultes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, c'est Monsanto. Monsanto, il a une petite graine qu'on appelle la graine de froment, et il veut que le paysan en rachète tous les ans.
tout simplement. Et puis on a mis un antifacteur de croissance pour que la tige de ce blé, tout simplement, soit plus courte, pour que le vent ne risque pas de le mettre par terre. On a pris les paysans pour des demeurés. Et l'ingénieur qui fait de la génétique est arrivé pour dire aux paysans, tu connais rien petit, je vais t'expliquer comment il faut faire. Et tout ça, ça amène quoi? Ça amène à de la porosité intestinale, parce que quand ton intestin est poreux, les cellules qui sont collées vont se décoller. Alors le calcium en trop passe. Il y en a 3 fois ou 4 fois trop qui passent. Alors quand il arrive au niveau de ton fémur, qu'est-ce qu'il dit au fémur? Salut fémur, comment vas-tu? Et le fémur répond, que viens-tu faire? Je suis calcium, je viens te consolider mon ami. Et le fémur répond, je suis un squelette qui bouge. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas besoin de toi. J'ai des cellules qu'on appelle des ostéoblastes qui construisent et des cellules des ostéoclastes qui détruisent. Et j'ai un bon équilibre. Et tous les 10 ans, je refais mon squelette. Ah bon? J'ai 60 ans, je l'ai donc refait 6 fois? Bien sûr. Exactement comme ton foie que tu refais tous les ans. Si tu as 50 ans, tu l'as refait 50 fois. Sauf si tu l'abîmes avec de la drogue ou avec trop d'alcool. Alors ce calcium en trop, puisqu'il ne peut pas aller sur le squelette, il va aller où? Débrouille-toi, répond le fémur. Et vous allez en trouver qui vont passer là-haut jusqu'au niveau du système nerveux central. Vous en avez d'autres qui iront au niveau du sein, microcalcification, de la prostate, microcalcification, qui vont créer de l'inflammation, car ce calcium n'est pas destiné à être dans cette position-là sur le cerveau ou sur toute glande ou sur le pancréas par exemple, et à partir de l'inflammation, le danger de l'inflammation chronique, c'est d'aller jusque vers le cancer. C'est aussi simple que ça. Mais évidemment, on ne va pas nous le dire. On ne va pas nous le dire parce qu'il y a trop d'intérêts qui sont des intérêts des lobbies. Et l'intérêt des lobbies, on l'a vu encore récemment, puisque les lobbies des produits laitiers se réunissaient dans des petits hôtels à 2 étoiles. Ils pouvaient s'en payer 5, mais ça ne se voit pas dans les 2 étoiles. Et là, ils calculaient l'augmentation des prix. Ils s'entendaient pour qu'on soit de meilleurs consommateurs. C'est ça que tu as dit, bien sûr. Alors, on a même créé des médicaments contre l'Alzheimer. Il y en a 4. Et ces 4, ils ont été créés, pourquoi? Parce qu'on s'est dit, au fond, il y a des enzymes qui sont utiles et des anti-enzymes qui sont peut-être aussi utiles. Alors, il y a la cholinestérase, puis la pseudocholinestérase. Alors, on en a fait 4. Alors, ces 4, je vous donne les noms, parce que c'est bon que vous le reteniez, ils ne servent à rien. D'accord? Bon. Donc, Aricept, c'est du nonépésil. Ensuite, l'exélon, c'est de la rivastigmine. Ensuite, vous avez le réminil, réminescence, vous voyez. Ça, c'est la galantamine. Le dernier, c'est Exiba, la mémontine, la mémoire. Ça sert à rien. Voilà. Mais ça coûte. Ça coûte. Donc, ça rapporte. Ça rapporte à des labos qui, eux, sont en bourse. Et ça veut dire quoi? Qu'avec ton pognon, avec ton argent, qui est parfois remboursé en partie par la sécurité sociale, mais c'est nos impôts, n'est-ce pas? On arrive aux 70 ans de la sécurité sociale et elle a un déficit absolument colossal. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas aux gens la santé. Et moi qui suis médecin, j'ai compris une chose grâce à vous. J'ai compris une chose, c'est qu'en médecine, on apprend les maladies, mais que le grand public, lui, il s'intéresse à la santé. C'est pas la même chose. Alors, au niveau du cerveau, tu le sais, il y a des lobes différents. Le lobe frontal, le lobe pariétal, temporal, occipital. Chacun a son rôle. Figure-toi que quand j'étais un tout jeune médecin, il y avait des gens qui étaient très stressés. C'était des gens qui avaient de la porosité intestinale, maintenant on sait ce que c'est. Et ils pleuraient le sang. Mais ils ne pleuraient pas le sang par les yeux, ils pleuraient le sang par le tube digestif. Et ces gens-là, on disait c'est des stressés, c'est des gens angoissés. On n'avait pas encore des médicaments contre l'angoisse, la déprime et pour mieux dormir. Alors, eh bien, il y avait des neurochirurgiens qui les opéraient et qui leur enlevaient les lobes frontaux. Parce que quand on enlève le lobe frontal ou si on a une tumeur du lobe frontal, on devient euphorique. On vous apprend le décès d'une personne et vous mettez à rigoler. Ça fait drôle, quoi. Vous voyez? Mais on a fait des choses en médecine totalement aberrantes.
totalement aberrantes. Alors que maintenant l'on sait que la rectocolite ulcéro-hémorragique, que la maladie de Crohn, que les maladies inflammatoires, toutes du tube digestif ou des articulations, ou toutes les maladies dites auto-immunes dont font partie sclérose en plaques, Parkinson et Alzheimer, sont liées d'abord et avant tout à de mauvaises habitudes alimentaires, à de mauvais comportements. Évidemment, si vous fumez, eh ben vous allez payer la facture. Un jour ou l'autre, vous la paierez. Mais le lobby des tabacs vous dit que si vous arrêtez après 7 ans, vous retrouvez le même risque que ceux qui n'ont jamais fumé. C'est entièrement faux. C'est entièrement faux. Si vous utilisez de l'aluminium, ah mais tout le monde a de l'aluminium dans son eau, dans sa casserole, dans ceci, dans cela. Oui, je veux bien, mais le mieux maintenant, c'est qu'on vous propose à 2 mois un vaccin avec de l'aluminium, on vous dit il y en a très peu. Oui, il y en a très peu pour un adulte de 80 kilos. Mais pour un pitchou de 5 kilos, c'est beaucoup au niveau du pourcentage. Et où est-ce qu'on retrouve l'aluminium? Chez les personnes décédées d'Alzheimer, il y a de l'aluminium dans l'hippocampe. Ah, Papyri, hippocampe, tu m'avais dit que c'était la forme d'un cheval marin. Oui, c'est où ça? Au centre de ton cerveau, bien protégé. Il y en a un de chaque côté. Ça fait à peu près 3,5 cm3, tu vois, guère plus. Mais si tu fais travailler ton cerveau, tu peux gagner, tu peux l'augmenter. Si tu regardes trop la télé, si tu jettes tout trop avec la oui-oui, tu sais la oui-oui là, tu vois, de ton cousin qui est débile. Bon, eh bien, voilà. Tu vois, eh bien mon petit, tu te rends compte que tu peux augmenter le volume de ton hippocampe, c'est la zone de la mémoire. Quand à l'école, ton professeur te dit des choses, il y a des choses qui sont utiles et d'autres qui le sont moins, bien sûr. Mais le plus important que tu retiennes, c'est pour toi, pour tout ce que tu veux faire plus tard. Alors, ton cerveau, il contient évidemment des noyaux centraux, j'en ai déjà parlé, le thalamus, l'hypothalamus, le striatum, le locus niger, l'accumbens, les amygdales, tout ça est d'une extrême importance. Et il y a 2 bijoux. Ah bon? J'ai des bijoux dans mon cerveau? Oui, tu as 2 bijoux. Un tout petit bijou, tu sais, un bijou, c'est jamais très gros. C'est un petit qui n'est pas plus gros que l'extrémité de mon petit doigt, qui s'appelle l'hypophyse. Et l'hypophyse est une glande merveilleuse qui est cachée dans une sorte de selle, comme la selle quand on monte à cheval, mais toute petite, une selle osseuse. Et dans cette selle, elle est là protégée. Elle sert à la fabrication des hormones par la thyroïde, par les surrénales, par les ovaires, par les testicules. Tout ça est très important. Et cette petite glande doit être protégée et évidemment, tu l'imagines, bien nourrie. Et un peu en arrière, très proche, il y a un autre bijou qui s'appelle l'épiphyse. On l'appelle la glande pinéale parce que tu vois, elle ressemble à un petit pignon qui ne mesure pas plus de 7 à 8 mm. C'est l'hormone de la régulation de la veille et du sommeil. Ah, voilà, cette hormone de la régulation de la veille et du sommeil, eh bien, on nous a dit que les hôtesses de l'air, elles en prenaient pour mieux dormir. Et ça s'appelle comment déjà? Eh bien, ça s'appelle la mélatonine. Mais vraiment, ça leur permet de réguler mieux? Non, pas tellement. Pas tellement. En réalité, il y a une découverte qui va arriver tout à fait prochainement, dont je ne peux pas vous dire plus, mais vous allez entendre parler prochainement de l'hormone du sommeil, découverte par un de mes collègues de la région de Poitiers, qui est un type absolument fabuleux et qui s'appelle la valentonine. Nous préparons une lettre sur le sujet qui permettra d'éliminer toutes ces benzodiazépines, c'est-à-dire les produits des somnifères, des anxiolytiques et des antidépresseurs qui augmentent, c'est démontré aujourd'hui, les risques d'Alzheimer. Quand votre médecin vous propose un somnifère, foutez le camp. Foutez le camp. Quand il vous propose un régime, foutez le camp. Il faut simplement qu'il vous apprenne à manger mieux et meilleur, et c'est possible, et ce n'est pas si difficile que cela. Et c'est pour cette raison qu'il y a aujourd'hui, et je veux les féliciter, des naturopathes, des ostéopathes, des médecins homéopathes qui se spécialisent aujourd'hui dans le domaine de la nutrition, comment s'alimenter, comment se comporter, comment avoir une activité physique. Ah, cette activité physique, qu'elle est importante. Figurez-vous qu'on a démontré il y a à peine quelques années, moins de 5 ans, que lorsque vous décidez de vous bouger, admettons c'est samedi. Samedi, vous avez décidé que dimanche, vous allez faire le Ventoux en vélo. D'accord? Bon.
pas en vélo électrique, n'est-ce pas? Mais vous avez décidé de le faire. Alors vous quittez votre maison, vous avez votre tenue et vous allez y aller. Mais vous êtes un peu pas envie trop d'y aller, mais comme vous l'avez décidé la veille, votre femme vous pousse, d'autant plus que, comme le contrat de mariage a dit qu'on fait tout ensemble, elle vient avec vous, n'est-ce pas? Bon, donc il n'y a pas de problème, vous avez décidé d'y aller, il faut tenir. Bon, mais vous êtes soucieux, vous avez des problèmes de ci, de ça. Vous n'avez pas fait 3 kilomètres que tous les soucis s'en vont. Et que tout d'un coup, vous êtes en train de transformer les neuromédiateurs de la déprime, de la jalousie, de la méchanceté, de tout ce que vous voulez de négatif, en neuromédiateurs positifs. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en vous bougeant, vous allez réduire la masse grasse, augmenter la masse musculaire, faire bouger votre squelette pour qu'il ait une meilleure ossification. Et en plus, si vous êtes dans le Ventoux, vous allez vous arrêter toutes les heures quand vous entendrez le cœur qui bat dans les oreilles et vous irez sentir le thym et le romarin. Car si vous ne le sentez pas bien, vous avez votre olfaction qui ne va pas bien. Et si vous le goûtez et que ça n'a pas de goût, attention, vous êtes sur les premiers signes de l'Alzheimer et du Parkinson. Ah bon? Mais moi, mon docteur m'a dit que c'était la tremblote et il m'a dit que le problème de l'Alzheimer, c'était la perte de la mémoire. Mais pas du tout. Les premiers signes, c'est la perte du goût et de l'odorat. Mais comment expliquez-vous cela? Oh, ce n'est pas très compliqué. Quels sont nos premiers souvenirs? Quels sont-ils? Ce n'est pas simplement le regard de notre maman. Ce sont des souvenirs déjà in utero. Parce que quand notre maman mange, eh bien, et que nous sommes in utero, en son sein, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'elle mange a du goût. Et si elle mange du fenouil, par exemple, de l'ail ou autre chose, ça m'est égal. Les arômes, qui sont des toutes petites molécules, passent à travers le cordon ombilical et vont tout simplement jusqu'au bébé après avoir traversé le placenta. Et l'enfant a mémorisé déjà le goût in utero. Mais l'olfaction, comment? Eh bien, tout simplement parce que le liquide amniotique dans lequel il baigne, la petite piscine dans le ventre maternel, a aussi une odeur. C'est l'odeur de sa maman. C'est ce qu'on appelle l'odeur sui generis. Et si, à la naissance, vous mettez cet enfant sur un lit et de chaque côté de ce lit, il y a une maman différente, la sienne et une autre, qui sont parfumées de la même façon et qui sont habillées de la même façon, le petit va ramper vers sa maman. Pourquoi? Parce qu'il a retenu déjà, au niveau de son olfaction, il a retenu déjà l'odeur. Et c'est pour cette raison qu'il faut apprendre à stimuler le goût et l'odorat à ces personnes qui commencent à le perdre. Ne vous inquiétez pas. Bien sûr que si vous avez une chimiothérapie, ça fusille les papilles de votre langue, puisque les papilles de la langue, vous les refaites tous les 10 jours. Non pas que la veille, vous les détruisez au 9e jour, non, mais tous les jours, vous avez des papilles qui ont des formes de filaments, les autres de feuilles, les autres de petites couronnes, les autres de petits champignons. C'est fabuleux! Si nous savions comment notre corps est constitué, nous serions à genoux devant nous-mêmes en état de contemplation, mais il y a toujours des choses à trouver parce que la science ne fait que reculer les limites infinies du non-savoir. Donc il y a toujours des perspectives. Alors, stimulons notre olfaction, stimulons notre goût. Et j'ai mis au point avec un ami tout simplement une sorte de petite stimulation avec du thym, avec du romarin. Dans un petit pot, il y a des petits pots, 5 chémotypes de thym, 5 chémotypes qui font qu'ils ont des odeurs légèrement différentes au thymol, au thuyanol. Et il faut trouver quelle est la bonne odeur, quelle est la différence. C'est comme ça qu'on va stimuler son odorat. Et on va le stimuler aussi avec son goût, avec du bon vin, avec du bon fromage. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de te dire que la vache, elle est sacrée aujourd'hui. Tu la laisses pour son petit. Par contre, tu iras davantage vers des produits qui viennent de la chèvre, qui viennent de la brebis, tout simplement parce qu'il y a des facteurs de croissance pour un petit animal et pas pour un animal qui va faire 365 kilos. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans tout cela ? Qu'est-ce qui est important à retenir dans ces deux maladies que sont l'Alzheimer et le Parkinson ? C'est que nous construisons, en dehors de la génétique, mais j'ai dit que c'était très peu, nous construisons notre Alzheimer et notre Parkinson
Et si nous voulons le construire, il faut que nous restions dépendants de toutes les publicités qui nous sont envoyées et qui n'ont aucune valeur. Je ne suis pas contre les publicités. Récemment, je voyais deux hommes qui se sont succédés dans mon bureau, assez importants dans le cadre de la publicité. Le premier et le deuxième ont tenu à peu près le même discours. Le premier me dit, voilà, je viens vous voir parce que dans mon métier, j'ai tué beaucoup de monde. Je dis, pourquoi vous vendez des armes? Il me dit, non, je suis dans la publicité. Oui, je sais. Mais comment vous avez tué du monde? Ben écoutez, j'ai fait beaucoup de publicité, j'ai gagné beaucoup de pognon, mais je sais que j'ai fait de la publicité pour des produits qui ne sont pas bons pour la santé. Mais qui vous a dit ça? Ma femme. Ah, la sienne. Et comment elle a su ça, votre femme? Ben, un peu un jour, comme ma surveillante à l'hôpital, j'étais en train de voir les dossiers des malades, elle arrive devant toutes les infirmières et elle me dit, « Monsieur Joyeux, j'ai passé la nuit avec vous. » Ah bon? J'ai pas de souvenir. Aucun souvenir. Alors toutes les infirmières étaient frétillantes, hein, vous voyez? J'ai dit, mais comment vous avez fait? Ah ben, je me suis couché, j'ai pris mon iPad, et puis je vous ai trouvé. Et puis je vous ai vu avec Sophie Marceau, c'est votre copine? Non, c'est pas ma copine, mais elle m'écoute, j'y peux rien. Elle est en pleine santé, et elle m'écoute, elle n'aura jamais d'Alzheimer et de Parkinson, je lui signe le papier. Pourquoi? Parce qu'elle a une alimentation en forçant sur le végétal, en réduisant sur les produits animaux, parce qu'elle prend son verre de bon vin à chaque repas, parce qu'elle utilise les produits de la ruche, parce qu'elle prend du bon chocolat, pas une plaque, mais un carré matin et soir. Des choses qui sont aussi simples que ça. Rester en bonne santé n'est pas aussi difficile qu'on vous le fait croire. Seulement, évidemment, le surpoids n'est pas bon pour la santé. Le diabète n'est pas bon pour la santé. Nous devons faire attention à ce que nous mangeons, non pas pour faire des choix draconiens et difficiles, pour nous interdire des choses, mais plutôt pour manger mieux et meilleur. Ce n'est pas si compliqué. Quant au problème des vaccins, tant que la maman allaite son bébé, il faudra revoir, et je vais me battre pour cela, le calendrier des vaccinations. Tant que la maman allaite son bébé, comme le dit l'Organisation mondiale de la santé, 6 mois intégralement, et c'est le choix de la maman, on ne lui impose rien. Et 1 an, petit apéritif avant de partir au boulot pour bébé, et un petit apéritif au retour, donc matin et soir pendant 1 année, ça vous fait 1 an et demi, plus une efficacité de 6 mois, et vous n'avez pas besoin de vacciner l'enfant. Ceux qu'il faut vacciner, ce sont ceux qui arrivent malheureusement, avec tant de difficultés et de problèmes de santé, ce sont justement les réfugiés qui arrivent chez nous. Et je propose à la ministre que les jeunes étudiants en médecine, en fin d'études, en pharmacie, en kiné, en ostéopathie, en naturopathie reconnue, qu'ils aient au moins 6 mois au service de ces personnes pour vérifier leur état de santé. Et peut-être qu'eux ont besoin d'être vaccinés, ça me paraît vraiment utile. Donc je ne suis pas contre, mes chers collègues du Conseil de l'Ordre qui est ici présent, allez le répéter au président, mais il est trop proche de la ministre de la Santé. Récemment, on me demandait qu'est-ce que vous en pensez. Je dis, je la connais à peine. Je voudrais avoir un face-à-face avec elle, très courtois, simplement pour lui apprendre des choses, puisqu'elle confond les vaccins obligatoires, les 3, et les recommandés. Elle confond les 2, et pourtant elle est ministre de notre santé. Non, vous voyez, il ne faut pas s'inquiéter. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, et grâce à vous tous, nous finirons par faire comprendre au maximum de personnes quels sont les comportements de santé pour prévenir Alzheimer, Parkinson, mais aussi beaucoup d'autres maladies auto-immunes jusqu'au cancer, parce qu'il est bien évident que le corps humain a une grande cohérence et que les conseils que nous donnons pour éviter Alzheimer et Parkinson seront les mêmes au niveau des comportements de santé que ceux pour éviter des rhumatismes, un lupus érythémateux disséminé, une maladie inflammatoire du tube digestif, ou bien même, malheureusement, l'évolution vers les cancers, puisqu'on sait que certaines maladies inflammatoires du tube digestif, comme la rectocolite par exemple, ou le Crohn, au bout de 10 ans d'évolution, il y a 1 cas sur 2 qui peut évoluer vers le cancer. Donc à partir de là, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, de répéter autour de vous, c'est pas compliqué, les gens sont très sensibles aujourd'hui à la santé, et je suis convaincu que dans cette société aujourd'hui, des portes se sont ouvertes. Il ne faut pas hésiter à les pousser et sans agresser personne, avec toujours de la bonne humeur, joyeusement, on fera passer tous ces messages. Je vous remercie.
Merci beaucoup, professeur Joyeux. Merci beaucoup. Il y a une discussion maintenant? Alors oui, c'est ce qu'on va dire. Il y a une conférence débat qui a lieu dans l'amphithéâtre, absolument. Ici? Pas ici, professeur. Vous allez D'accord. pouvoir retrouver le professeur Joyeux à 10h05, c'est dans quelques minutes, à l'amphithéâtre pour poursuivre cette discussion. Où est l'amphithéâtre? L'amphithéâtre, mais je vais vous amener, on va vous emmener, vous inquiétez pas. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va vous suivre. En tout cas, un grand merci. Avec plaisir. Nos amitiés à Guillemette, votre petite fille, qui a l'air fort sympathique. Et puis voilà, c'est un honneur de vous accueillir, beaucoup. professeur. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le professeur Joyeux.